tous, bienvenue. Quelques personnes sur le Discord, ok. Effectivement, Axel. 10 points pour Gryffondor. Le petit bonheur du confinement, c'est quand même d'avoir une petite Raspberry et puis pouvoir jouer à tous les jeux de Nintendo 64, de Sega, Mega Drive, tout ça. Enfin, voilà, on trouve du temps pour ça quand même. Bien, très bien, bah, on va pouvoir commencer. Je sens que vous allez tous arriver petit à petit. Déjà, merci d'avoir participé là. J'ai eu pas mal de réponses sur vos propositions là, de réponses pour aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez déjà aller sur le Discord. J'ai mis les fichiers vierges les chronogrammes vierges pour les exercices suivants. Donc voilà, vous pouvez déjà aller voir ça si vous voulez. Voilà. Bon, bah dans ce cas-là, on va pouvoir y aller. Juste, j'ai eu quelques emails ou messages sur Discord hier par rapport au projet. Le fait qu'il fallait que je vous fournisse les typons sur Proteus. Alors, je crois qu'il y a eu Antoine, il y a eu Kulai, il y a eu qui d'autre? Je sais plus. Je crois qu'il y a eu une troisième personne. J'ai répondu en disant que a priori c'était pas possible si vous ne me donnez pas le bon fichier. Donc voilà, regardez ça et puis cet après-midi je peux encore essayer de faire ça. Cet après-midi pareil je serai sur Discord, je suis en TP avec des étudiants à la fac, donc voilà. Si vous voulez balancer un petit message sur Discord, normalement je serai assez réactif. Bon, eh ben on va pouvoir y aller. On va pouvoir partir du coup sur... Hop, hop, non, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez juste besoin de l'écran. Donc on va partir vraiment sur l'exercice. Donc à savoir du coup le transformateur. Je vais essayer de ne pas trop tout dévoiler non plus, mais bon, même si ça je vous ai demandé de le faire, donc à la limite je peux passer rapidement. Donc ce qu'on disait ici, c'est que nous on a posé une tension U1 au primaire. Alors, juste petit point pour le transformateur, hein, qu'on se rappelle du truc. L'idée c'est, grâce au champ magnétique, je résume très vite, hein, je ne vais pas parler du phénomène cette fois-ci, c'est on impose une tension U1 sur ce qu'on appelle le primaire, et ça génère une tension U2 sur le secondaire. Voilà. Et le rapport des tensions, donc on peut régler U2 en fonction de U1 comme on veut, en réglant M. Et M, c'est le nombre de spires du secondaire divisé par le nombre de spires du primaire. Donc le nombre de tours si vous préférez. Voilà. Donc avec un faible nombre de spires au secondaire par rapport au primaire, on aura une plus faible tension au secondaire par rapport au primaire. Voilà, donc ça nous permet d'abaisser la tension. Ça nous permet donc de convertir une tension AC en une tension AC de même fréquence et sinusoïdale. D'accord? Ça peut laisser passer quelques signaux, des signaux de fréquence, enfin carré, triangulaire, mais en réalité, les gens, en général, quand ils servent de ça, ils s'en servent enfin pour le sinusoïdal, quoi. Voilà, pour le secteur. L'exercice, tu peux le déposer sur Discord ou par email. Voilà. Donc, cet exercice-là, voilà, l'idée c'était, on impose U1, que vaut U2, et donc que vaut I2, et donc que vaut I1. Voilà. Donc, le courant qu'on impose, la tension, pardon, qu'on impose, je vous avais donné la figure, vous voyez que c'est un sinus d'amplitude 300 volts. Donc c'est la courbe qu'on a en vert ici. Et je vous avais également donné le nombre de spires au primaire et au secondaire. Donc à partir de ça, normalement, vous pouvez calculer le rapport de transformation M, qui vaut 1/4. Parce que je me suis gouré. Ici, on a bien 15/60. Ok, donc ça vaut 1/4. Donc si M vaut 1/4, U2, c'est M fois U1, donc c'est 1/4 de U1 en fait. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sinus d'amplitude 300 volts, on aura un sinus d'amplitude 75 volts. Ça, c'est ce qu'on a au niveau du secondaire. U2, de tension U2, à la limite, juste pour la flécher.
hop, notre tension U2, c'est 75 volts, enfin c'est un sinus d'amplitude 75 volts. Ce courant, enfin cette tension pardon, qui est imposée, va provoquer un courant forcément dans la charge résistive qu'on voit derrière. D'accord? On a une résistance, donc logiquement, il y a un courant qui va y circuler. Donc ce courant qui y circule, eh ben, ça c'est relativement simple à trouver. Vous voyez que la résistance elle est directement branchée sur le secondaire, donc c'est-à-dire que la tension borne de la résistance c'est la tension borne du secondaire. Donc on retrouve I2, c'est simplement U2 sur R, loi d'Ohm. Et comme on avait dit R est égal à 10 ohms, au lieu d'avoir un sinus d'amplitude 75 volts, on aura un sinus d'amplitude 7,5 ampères. Donc c'est bien ce qu'on observe ici en rouge et pointillé. Et maintenant qu'on a le courant du secondaire, on peut en déduire le courant qui circule au primaire, et le courant qui circule au primaire, et bien cette fois-ci on va encore retrouver le rapport de transformation. Et si on prend les formules que vous avez au-dessus, hein, celle-là surtout, I1 c'est I2 fois M. Donc I1 c'est I2 fois M, donc M pour rappel c'est un quart, donc un quart de 7,75, ça fait qu'ici on a un courant de 1,9 ampères quasiment, d'amplitude, toujours de forme sinusoïdale. J'imagine que pour ça vous n'avez pas eu trop de problèmes, donc on va pouvoir continuer. Donc juste une petite remarque, des fois c'est possible d'avoir le même nombre de spires à gauche et à droite, enfin sur le primaire et le secondaire, ce qui fait que la tension en sortie c'est exactement la même tension que celle d'entrée. L'intérêt à ça, c'est qu'on a ce qu'on a l'isolation galvanique, c'est-à-dire ici on est directement branché au secteur alors qu'ici on n'y est pas. Pas directement du coup. Donc ça nous permet d'avoir une petite isolation électrique entre vraiment le secteur EDF et puis comment la tension générée ici. Donc souvent des transformateurs dont M est égal à 1, puisque N2 égale N1, on appelle ça des transformateurs d'isolement. Bon, très bien. Voilà. Donc ça, en gros, convertisseur AC-AC, la seule chose que vous avez à retenir réellement, c'est le transformateur. Et le transformateur, il a un rapport de transformation. Voilà. Si vous retenez cette formule-là, peut-être même, enfin, voilà, ces deux-là, celles qui sont encadrées, c'est parfait. Encore une fois, je remettrai le document sur Moodle, sur le groupe Discord, sur Facebook. Comme ça, vous aurez accès à ça. Le fait qu'on soit isolés les uns des autres ne vous empêche pas de relire les cours et puis de faire une genre de fiche synthèse. Puisque, voilà, enfin, je considère que c'est assez utile de faire des fiches synthèse. Bref, donc ça, on a vu le premier type de convertisseur, c'est un convertisseur AC-AC, de l'alternative vers de l'alternatif. On a gardé la même fréquence, la seule chose qu'on change, c'est l'amplitude. Maintenant, on va voir les convertisseurs AC-DC. Donc on va transformer une tension alternative, donc typiquement le secteur EDF, vers une tension continue. Alors on va essayer de la rendre la plus continue possible. Alors avant de la rendre continue, on va réfléchir sur des éléments très simples. C'est vraiment, par exemple, un sinus, une tension sinusoïdale, c'est alternative, donc vous avez une alternance positive, puis une alternance négative, puis une alternance positive, puis négative, et ainsi de suite. Donc une manière de créer une tension continue, ou plutôt une tension avec une valeur moyenne positive, ce serait par exemple tout simplement d'annuler à chaque fois l'alternance négative, d'accord, de garder que l'alternance positive. Donc la manière très simple de faire ça, c'est avec un redresseur simple alternance, donc c'est une simple diode. La diode, vous vous souvenez bien que ça fait passer le courant que dans un seul sens, donc il suffit de bien la placer, et bim, on aura une tension positive seulement là où on veut. Alors, prenons le cas le plus simple, on a une tension alternative, d'accord, donc cette tension alternative, ça peut soit directement être le secteur EDF, soit une tension alternative un peu plus faible, générée par un transformateur. Et donc, comment ça va se passer? On va voir ça ici. Comment ça va se passer si on a une tension alternative hop, qui vous est donnée donc, sur le document qui s'appelle le redresseur simple, il me semble, dans Discord, vous pouvez voir ça. Et puis je vais l'ouvrir avec vous. Donc l'idée c'est, hop, tout redresseur simple. On l'a ici. Et puis encore une fois, on va le faire en bourrin sous Paint. Ça a l'air de bien marcher quand même. Comme je vous dis,
À chaque fois, je suis preneur de conseils. Donc, si vous avez des choses un peu mieux que Paint, enfin, à vos avis, pour essayer de trifouiller des graphiques en live, je suis preneur aussi. Bon, je connais GIMP. Bon, je trouve que si je veux faire vraiment du très simple, il y a Paint. Ouais, voilà. Bon, j'essaierai de griffonner un petit peu sur GIMP. Ok. Je vais tester ça et puis on verra. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Alors, l'idée c'est, on a une tension U in, pardon, la tension d'entrée qui est ici. Donc on voit ici, c'est un sinus d'amplitude 50 volts et de fréquence 50 Hz. Donc 50 Hz, c'est la fréquence du réseau électrique européen. Il y a d'autres pays qui appliquent ça aussi, en plus que l'Europe. Voilà. C'est juste pour préciser que c'est européen et pas seulement français. Donc une fréquence de 50 Hz, ça veut dire une période de 20 millisecondes. Donc on a bien une période de 20 millisecondes ici, donc on a deux périodes complètes qu'on voit là. Ok, donc moi ce que je vous demande c'est de tracer la tension aux bornes de la diode, aux bornes de la charge et le courant dans la charge. Puisque le courant dans la charge, c'est le même courant qui circule dans la diode, on est d'accord? Puisque tous ces éléments-là sont en série. Donc la tension aux bornes de la diode, hop, c'est celle-là. La tension, et puis le courant qui circule dans la charge, hop, on sait que c'est... Enfin voilà, il circule comme ça, celui-là je peux le noter. Ok, donc maintenant qu'on y est, je vais juste préciser un truc, c'est que la diode, vous vous souvenez bien, elle conduit le courant, enfin elle laisse passer le courant que dans un seul sens, d'accord? Ça veut dire qu'elle doit conduire si la tension à ses bornes est suffisamment grande. Dans la plupart des cas, on n'utilise pas ça. Enfin, comment dire? On considère que la chute de tension aux bornes de la diode quand elle conduit est nulle. Sauf que c'est pas toujours vrai. Quand vous faites vos polarisations de LED, par exemple, ou de diode, vous prenez toujours en compte à peu près 0,7 volts ou 1 volt aux bandes des diodes. D'accord? Quand vous mettez juste une tension de 5 volts, une résistance et une diode, ou une LED, vous savez que vous n'avez pas 5 volts aux bandes de la résistance, mais seulement 4 à peu près. Puisque la diode, quand elle conduit, va absorber 1 volt, entre guillemets. Donc, il y a une chute, c'est ce qu'on appelle la tension directe de la diode. Et là, on va considérer que la tension directe de la diode, VF pour V forward, donc forward c'est direct, on va considérer que c'est 2 volts. Alors oui, c'est un peu élevé, mais il faut considérer que là, on est sur des diodes de puissance. Donc forcément, elles vont laisser passer beaucoup plus de courant. Elles peuvent supporter un peu plus, enfin des tensions beaucoup plus grandes. Donc le contresort là-dedans, c'est que quand elle conduit, la chute de tension au moment de la diode est un peu plus grande. Donc voilà, on va prendre ça en compte. Ok? Alors, ce qu'on sait du coup, c'est que dans tous les cas, la tension de borne de la charge, c'est la tension aux bornes de la... Comment? Ou plutôt, si on fait la loi de Maille, Uin, c'est égal à UD plus Uload. D'accord? La somme de la tension aux bornes de la résistance et de la diode donne la tension fournie par le générateur. Donc, si on raisonne, enfin si on continue à raisonner comme ça, c'est-à-dire que Uload, c'est la tension d'entrée moins la tension aux bornes de la diode. Et on sait que la diode conduit quand la tension à ces bornes devient supérieure à VF, donc devient supérieure à 2 volts. Donc on va essayer de voir ça. Quand la diode conduit, on sait que la tension à ces bornes c'est 2 volts. Et quand la diode ne conduit pas, on sait que le courant dans la charge est nul. D'accord? Puisque le courant dans la diode est nul, donc le courant dans la charge est nul. Donc on va essayer de voir ça ici. Si on voit ça ici, du coup, hop. Donc, on a dit, on va prendre le cas au départ où ma tension, enfin mon courant est nul, on va dire que la diode ne conduit pas. D'accord? Donc à cet endroit-là, la diode ne conduit pas, c'est-à-dire que j'ai un courant qui est nul. D'accord? Ma tension, ici, UD, UN, pardon, elle devient positive. Ah, juste, j'ai oublié de noter un petit truc aussi. Si mon courant dans la charge est nul, ça veut dire qu'au même moment, ma tension aux bornes de la résistance est nulle. U égale RI, si I vaut 0, U vaut 0, pardon. Donc ici, on a aussi la tension U-load qui vaut 0 au départ. Donc, maintenant, quand la tension UIN augmente, elle va progressivement devenir... Enfin, va progressivement passer... Enfin, à bout d'un moment, elle va passer le point de 2 volts, ici, qu'on voit là. Qu'on voit ici. Donc ici, on a 2 volts.
on a 2 volts, et donc on va essayer, pardon, on va faire en sorte que, ah excusez-moi, j'arrive pas à m'exprimer, et j'arrive pas à m'organiser sur mon bureau, donc voilà, là ça paraît mieux. Donc en fait, quand la tension UIN dépasse 2 volts, la diode va se mettre à conduire. Si la diode se met à conduire, ça veut dire que la tension aux bornes de la charge, je reprends ça, si la diode se met à conduire, c'est-à-dire que la tension aux bornes de la charge, c'est UIN moins 2 volts, puisque c'est la tension directe de la diode quand elle conduit. Quand elle conduit, la diode, on a toujours 2 volts ici. D'accord? Donc, quand la diode conduit, ça je vais faire ça en bleu plutôt. Voilà. Donc à ce moment-là, la diode va se mettre à conduire. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je commence comme ça, tout doucement. Donc la diode, oh, c'est sacrément moche. Donc la diode commence à conduire. Si la diode commence à conduire, ça veut dire que la tension aux bornes de ma charge, elle va pouvoir augmenter. D'accord? Et en fait, elle va suivre ma tension d'entrée, au détail près que je vais rester inférieur à ma tension d'entrée de 2 volts. D'accord? Qui est la tension aux bornes de la diode. Et on va faire ça jusqu'à la fin de l'alternance positive. Et on va voir pourquoi on s'arrête à la fin de l'alternance positive. Là, je vous le fais en live pour vous expliquer les courbes. Après, je vous remets des courbes propres, ne vous inquiétez pas. Donc, ça veut dire que le courant dans ma charge, c'est U load divisé par la résistance. Et ma résistance, elle vaut combien déjà? Ma résistance vaut 200 ohms. Donc, c'est-à-dire que max, j'ai 48 volts divisé par 200. Donc, ça fait 240 milliampères, oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que mon maximum, hop, ici j'ai à peu près, hop, ici j'aurai mon maximum, voilà. Donc, c'est-à-dire que mon courant, dans ma charge, il va évoluer à peu près de la même manière. Hop. Il va aussi évoluer en sinus, hein. Pas de raison qu'il n'évolue pas en sinus, puisque U est sinusoïdal et puis R c'est une constante, donc I c'est U sur R, voilà. Ok. Et à ce moment-là, précisément, hop, je peux juste continuer à tracer ce que j'avais fait avant, là. On va dire que c'est 2 volts. Voilà. Précisément au moment où ma tension d'entrée devient égale à 2 volts, donc à cet endroit-là, ça veut dire que aux bornes de ma charge, j'ai ma tension qui devient nulle, et mon courant devient nul. Logiquement, après, mon courant il va devenir négatif. Mais devenir négatif, ça veut dire que ma diode, elle va plus le conduire. D'accord? Ma diode va empêcher le courant de devenir négatif. Donc en fait, c'est-à-dire que toute cette période-là, enfin, je ne vais pas parler de période, je vais plutôt parler de tous ces moments-là, d'accord? Tous ces moments-là, je vais avoir, je suis encore en mode trait, tous ces moments-là, je vais avoir ma tension qui va être aux bornes de la diode, pardon, ma tension qui va être égale à la tension d'entrée. On va faire ça jusqu'au moment où ma tension d'entrée redevient supérieure à 2 volts. Donc c'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, ma diode est bloquée. Si ma diode est bloquée, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est dire que j'ai pas de courant qui passe. D'accord? Donc j'ai pas de courant qui passe pendant tout ce temps-là. Et si j'ai pas de courant qui passe dans ma charge, c'est-à-dire que la tension aux bornes de ma charge, elle est également nulle. Voilà. Et puis, bah, logiquement, hein, mon courant I-in, c'est le même courant que I-load, donc ça, je vais pas le retracer à la limite. Mais voilà. Donc ça veut dire que pendant toute l'alternance négative de ma sinusoïde d'entrée, de ma tension d'entrée, ma diode ne conduit pas, et donc j'ai pas de courant dans ma charge. Et puis dès que ma tension ici redevient supérieure à 2 volts, ma tension d'entrée, ma diode va pouvoir se remettre à conduire. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle va pouvoir se remettre à conduire. Et si elle se remet à conduire, et ben en bas, on se retrouve avec la même chose. Donc c'est-à-dire, hop, une alternance positive qui apparaît ici. Et puis au niveau du courant, à peu près la même chose. On avait dit qu'on arrivait à peu près là, voilà. Hop. Voilà. Donc mon courant, il suit ma tension. Je suis allé un peu haut, c'est pas grave. Jusqu'au moment où mon courant devient nul, parce qu'il a envie de devenir négatif juste après, donc
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ma diode elle va se remettre à bloquer. Et voilà. Ok. Et donc, comme mon courant est nul, la tension de bande de ma charge est nulle également. Je modifie cela. La couleur c'est estompée. Et comme la tension de bande de ma charge est nulle, UD, la tension de bande de ma diode, c'est UIN moins ULOAD. Donc la tension de bande de ma charge, ça devient bien, hop, qui était ici, comme ça. Donc la tension aux bornes de ma charge, aux bornes de ma diode, pardon, eh ben, elle va être négative ici. Hop. Est-ce que sur le concept, ça vous paraît bien? Bon, déjà, c'est un peu galère à expliquer, et puis comme j'ai pas vos retours comme je vois pas vos troncs, je sais pas trop ce que vous en pensez. Ça paraît clair quand même? N'hésitez pas à poser des questions, hein. Même si vous voyez quelqu'un qui écrit oui, c'est très clair, n'hésitez pas à poser des questions ou à les énoncer sur Discord. Ça va? Alors, c'est quoi l'intérêt de tout ce bazar surtout? L'intérêt de tout ce bazar, c'est que regardez, ma tension d'entrée, c'est une sinusoïde, d'accord? Donc si je fais ça, hop, je vais mettre ça comme ça, hop, excusez-moi, je dois m'occuper de quelqu'un sur le chat. Voilà. Donc, si l'intérêt de ça, c'est que ma tension d'entrée, elle est sinusoïdale, d'accord? Donc c'est-à-dire que la moyenne de cette tension d'entrée, je vais mettre en noir, ouais, je peux, c'est pas ça que je voulais. Ma tension d'entrée, ça veut dire que sa valeur moyenne, elle est nulle, d'accord? Par contre, ici, regardez, pendant une partie du temps, j'ai une forme de sinusoïde, et pendant l'autre partie du temps, je suis nul. Donc c'est-à-dire que ma valeur moyenne ici, elle est au moins positive. Ma valeur moyenne, elle doit être à peu près par là. Je ne me souviens plus de la formule mais bref. Donc c'est-à-dire que ma valeur moyenne, elle est à peu près par là. Donc déjà, c'est bien. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une tension moyenne positive. Par contre, vous voyez que ça n'a pas du tout une tronche de tension continue. On a réussi à transformer une tension moyenne positive, à obtenir une tension moyenne positive, pardon. Par contre, on n'a pas vraiment de tension continue. Alors, hop, du coup, voilà, ici on a un peu mieux les courbes. Donc dans le cours, comme je vous l'ai dit, hein, je vous le passerai. Donc voilà, on a les courbes en joli. Mais surtout, on n'a pas de tension continue pour l'instant, et c'est ce qu'on veut obtenir pourtant. Alors ce qu'on va faire, alors là nous on se place dans le cas simple où la charge c'est une résistance, ou c'est une charge résistive. Par exemple, je ne parle pas des moteurs. Les moteurs c'est une charge inductive, puisque un moteur ça fonctionne avec une grosse bobine à l'intérieur, et les charges inductives ça se comporte un petit peu différemment. Donc on ne va pas aborder ça. Mais l'idée ici c'est que si on a une charge principalement ou purement résistive, on va rajouter un condensateur. Vous vous souvenez c'est quoi le rôle du condensateur? Le rôle du condensateur, c'est de lisser la tension. D'accord? Donc, comment il va faire pour lisser la tension le condensateur? Eh ben, je vais retourner ici, et je vais essayer de vous expliquer. Alors, on va oublier... Hop, je vais effacer ça, et je vais repartir sur un schéma vierge. Pop, pop, pop. On va le modifier là, voilà, très bien. Alors, l'idée, c'est que ça n'a pas trop changé. Je vous épargne les détails, je vais passer un petit peu vite, enfin un petit peu vite sur le départ. C'est que la tension de borne de ma charge, on a vu que c'est une forme de sinus, d'accord? C'est une forme de sinus, hop, et puis je vais m'arrêter là. Vous allez voir pourquoi. Ou plutôt, je vais continuer mais en pointillé.
Alors pourquoi je fais ça? Si vous regardez, si vous reprenez le schéma, alors je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais normalement oui. Enfin vous pouvez en tout cas. Ah, je vais faire en pointillé encore une fois. Bon, je suis pas un expert en dessinage, en dessin de sinusoïdes. Alors, le concept c'est quoi? C'est que le condensateur, il est mis aux bornes de la charge. C'est-à-dire que la tension borne du condensateur, c'est la même que celle de la charge. Et le condensateur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, la toute première fois, il va suivre cette tension-là. C'est pour ça que pour l'instant, je l'ai mise pas en pointillé. Je l'ai mise en trait continu. Parce que au départ, mon condensateur, comme la diode conduit, mon condensateur va se charger. D'accord? Il va se charger jusqu'à obtenir la tension, en suivant la tension U in. Et puis, la tension, elle va vouloir descendre d'un coup. À ce moment-là, si on reprend le cas précédent, la tension aux bandes de la charge, elle veut redescendre. Sauf que le condensateur, lui, il est pleinement chargé. D'accord? Et comme le condensateur est chargé, eh ben, il va garder sa tension. D'accord? Il va pas se décharger. Et comme il va garder sa tension, ça veut dire que la tension de borne de la diode, c'est-à-dire qu'ici, la tension, elle sera plus grande, le potentiel ici sera plus grand que le potentiel ici. Donc la diode va arrêter de conduire à ce moment-là précis. Donc à ce moment-là précis, la diode arrête de conduire. Donc ça veut dire que ici, on avait le courant qui était fourni, si vous voulez, par la source, à ce moment-là. Le courant, on a dit qu'il fallait... Hop. Donc le courant, là, il est fourni. Et à ce moment précis, la diode, elle se coupe, elle se bloque, et la source de tension ne fournit plus de courant. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Si la diode est bloquée, le condensateur, s'il conserve exactement, s'il est chargé, intégralement chargé, il va conserver sa tension. D'accord? Comme ça. Sauf qu'en réalité, il va aussi fournir du courant à la charge. D'accord? Le condensateur ici, quand cette partie-là est bloquée, hop, je vais vous mettre comme ça. Quand la diode est bloquée, donc ici on voit plus rien, le condensateur, il va continuer, c'est lui qui va apporter du courant à la charge, d'accord? C'est lui qui va alimenter la charge pendant ça. Donc si le condensateur fournit du courant, c'est-à-dire qu'il se vide, il se décharge. Et comme il se décharge, au lieu de garder sa tension constante, sa tension elle va décroître. Mais elle va décroître légèrement. D'accord? Un petit peu comme ça. Et puis, la diode, elle va se remettre à conduire. Enfin, la diode, elle est bloquée tout ce temps-là. D'accord? On n'a pas de courant. Et puis, au moment où ma tension d'entrée va redevenir supérieure à la tension fournie par le condensateur, alors à ce moment-là, ma diode va se remettre à conduire et mon condensateur va se recharger avec la tension d'entrée. Donc à ce moment-là, pof, on va avoir un petit pic de courant de l'alimentation qui va recharger un peu le condensateur. Et puis, au moment où mon condensateur atteint sa valeur de charge maximale, ma tension d'entrée, elle veut baisser, sauf que mon condensateur est chargé au maximum, donc ma diode se bloque. Et donc, la tension ici, elle va être fournie par le condensateur et non plus par la diode. Est-ce que vous avez bien compris le principe là? Le condensateur, en fait, il fait office il se charge une petite partie du temps, et le reste du temps, c'est lui qui va fournir le courant nécessaire à la charge. En fait, c'est un tampon, si vous voulez. C'est un petit tampon qui va
qui va absorber l'énergie un petit peu, quoi. Il va absorber un petit peu d'énergie au moment où la diode conduit pour relâcher les charges électriques accumulées quand il y en a besoin. Et là, déjà, vous voyez, ça ressemble un peu plus à une tension continue, d'accord? Et puis même, on va être encore mieux capable de placer une valeur moyenne qui est ici, vous voyez? Donc le condensateur, en plus de nous fournir une tension un peu plus lisse que d'habitude, qu'avec un redresseur simple, nous permet en plus de relever un petit peu la valeur moyenne. Alors il y a des petites contraintes évidemment, un condensateur, il faut qu'il soit bien polarisé, il faut qu'il soit capable de supporter les tensions, et puis aussi la valeur de capacité du condensateur, elle va jouer sur quelque chose. À votre avis, la valeur de C, donc par exemple si je prends 100 farad, alors 100 farad c'est non, pardon, 100 microfarad, 1 millifarad ou 1 nanofarad, à votre avis ça va être quoi le mieux? Plutôt un condensateur avec une petite capacité, une faible capacité, ou plutôt avec une grosse capacité? Alors plutôt faible capacité ou grande capacité? Alors, ouais, ça va être grande. Alors il y a deux explications toutes simples. Un condensateur avec une grande capacité, en fait, si vous voulez, c'est qu'il a une grande capacité de stockage de charge électrique. Donc forcément, plus la capacité est grande, plus il peut stocker de charge électrique, et plus il peut stocker de charge électrique, plus il tiendra longtemps, entre guillemets. Sinon, vous avez aussi moyen de l'expliquer avec vos connaissances. Vous connaissez le taux égale RC, la constante de temps d'un circuit RC. Taux égale RC. Taux, c'est le temps de décharge, enfin c'est lié au temps de décharge. On considère qu'on est déchargé au bout de 3 taux ou 5 taux. Donc c'est-à-dire que plus taux est grand, plus il se déchargera lentement. Et pour avoir un taux grand, taux égale RC, il faut avoir un C grand. Donc par l'équation, vous pouvez l'expliquer, sinon avec les mains. Voilà, une grande capacité peut stocker beaucoup de charge électrique. Et donc quand on peut stocker beaucoup de charge électrique, on peut durer plus longtemps. Voilà. Donc effectivement, du coup, si vous voyez la figure ici, par exemple, si j'avais une faible capacité, j'aurais plutôt suivi la courbe ici en vert clair plutôt que celle en vert. Et donc forcément, du coup, l'ondulation de la tension est beaucoup plus grande. Et donc, ce qui est moins bien pour si on veut faire une alimentation continue. Donc ça, voilà, souvent, je vous remettrai les courbes aussi. Donc souvent, un redresseur simple alternance va être utilisé avec une diode, enfin, un redresseur simple alternance donc à une diode, on va souvent rajouter un condensateur derrière pour lisser la tension au maximum. Et après, derrière, entre le condensateur et la charge, on peut encore rajouter d'autres filtres, donc par exemple une inductance en série ou d'autres condensateurs, pour lisser encore plus la tension. Ok. Alors, ça c'est beau, mais le problème c'est que l'alternance négative ici, eh ben, plutôt que de la supprimer totalement, on pourrait essayer de trouver un moyen de la rendre positive. D'accord? Donc plutôt qu'utiliser un redresseur simple alternance, vous doutez bien que l'étape d'après c'est le redresseur double alternance. Donc le redresseur double alternance, il est comme ça. Il est comme ça. Donc souvent on a un transformateur intermédiaire pour pouvoir choper en fait un point milieu, c'est surtout ça qui nous intéresse. Et donc, enfin même si c'est pas nécessaire, et donc voilà, on a en fait ces deux redresseurs simple alternance mis ensemble, et puis éventuellement on peut rajouter un condensateur de filtrage. On va pas en parler tout de suite. On va pas en parler. Alors du coup, on pourra faire le même exercice. À limite, on va essayer de le refaire ensemble quand même. Je ne vais pas vous demander de le faire chez vous. Donc là, le redresseur double alternance, ça va être la même chose. Il faut juste se souvenir d'une chose. Regardez les deux diodes là.
elles ont une branche en commun. D'accord? Et cette branche en commun, c'est la cathode. Donc on va aller voir, ce qu'on avait au tout début du cours, des diodes à cathode commune. D'accord? Quand vous avez des diodes avec une cathode commune, c'est celle qui a la plus grande tension, ou plus grand potentiel, pardon, à son anode, qui va conduire. D'accord? Ce ne sont pas les deux qui vont conduire en même temps, c'est seulement celle qui a le potentiel le plus grand. Voilà. Retenez ça, à la limite, notez-le si vous voulez. Dans notre cas, la diode qui conduira, c'est celle qui a le potentiel le plus grand à son anode. Alors ça, je pourrais vous l'expliquer pourquoi, mais voilà, je passe vite. Euh, donc voilà. Donc pour réaliser cet exercice-là, pour savoir quelle est la diode qui conduit, et bien d'abord, on va considérer que le point milieu ici du transformateur, c'est la masse. D'accord? C'est la masse de notre circuit. Et donc, il faut qu'on sache quelle est la diode qui a le potentiel le plus élevé à son anode. Donc pour ça, d'abord, en fonction de la tension qu'on a au primaire, on va aller tracer les tensions aux bornes des deux secondaires, d'accord? Donc là, il y a U2A et U2B, d'accord? U2 pour tension du secondaire, et A pour en haut et B pour en bas. Ok? Donc, hop, on va changer. On n'enregistre pas ça. On est sur le double. Le double, il est ici. Ok. Et bam. Bon, je vais essayer de voir ça pour l'instant. Ok, très bien. Donc, les tensions qu'on a ici, nous, on va d'abord tracer les tensions aux bornes du transformateur du secondaire. Alors, notre tension, U1, donc la tension qui est aux bornes du primaire, d'accord? Je ne l'ai pas tracé parce que c'est U1, enfin, je n'ai pas fléché, pardon, parce que c'est U1, mais U1 ou U1, c'est la même chose. U1, il vaut sa sinus d'amplitude 100 volts. Ok? Si U1, c'est un sinus d'amplitude 100 volts, et que moi, je vous dis que au niveau du transformateur, on a le même nombre de spires au primaire qu'au secondaire. D'accord? Donc ici, vous voyez 1, 2, 3, 4 spires, par exemple, et ici 1, 2, 3, 4. Alors que vaut ma tension U2A, qui est ici, et que vaut ma tension U2B? Est-ce que vous pouvez me donner l'amplitude de ces tensions-là, s'il vous plaît? L'amplitude de U1, c'est 100 volts. Donc l'amplitude de U2A et U2B. Une petite proposition? Bon, on va pas y passer 3 heures. Donc si on a ici un certain nombre de spires, ici, c'est comme si on avait deux genres de sous-transformateurs, enfin deux mini-transfos, d'accord? Ici, vous voyez que ce transformateur-là, si je prends que la partie haute, donc le transformateur enfin le circuit secondaire qu'on va appeler A, ici j'ai deux fois moins de spires, d'accord? Donc effectivement, U2A2T, c'est U1 sur 2. Donc c'est 50 volts d'amplitude. Ok, très bien. Alors ça, je vais la tracer. Hop, on va prendre... on va prendre... Ah, excusez-moi. Hop. Donc j'ai un sinus d'amplitude 50 volts. Ok. Donc ça, je le trace, c'est pas de souci. Oula. Décidément. Je vais recommencer. C'est vraiment pas terrible, désolé. Il me faut juste le temps d'apprivoiser ma tablette graphique. Ok.
Et par contre, il y a une petite subtilité, regardez. C'est que sur ce schéma-là, la tension U de B, je l'ai fléché en inverse. D'accord? Donc ça veut dire que U de B, ça va pas être U in sur 2, mais ça va être moins U in sur 2. U in, pardon, sur 2. Moins U1 sur 2. Parce que on considère qu'ici on a la masse. D'accord? Donc ça veut dire qu'en réalité, U2, je vais le mettre, hop, prendre cette couleur-là. U2, c'est pas. En fait, ça va être juste l'opposé de U1, de U2A. Pardon. U2B, c'est l'opposé de U2A. Donc, hop. Ok. Là, on est pas mal. C'est presque beau. Ok. Donc, on a ça. On a nos deux tensions, U2A et U2B. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la diode qui conduit, c'est celle qui a son anode à le potentiel le plus élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, je vais le mettre comme ça, pendant tout ce temps-là, c'est D1 qui conduit. C'est ma diode du haut. Et pendant tout ce temps-là également. Alors que ma diode D2, elle va conduire ici et ici. Elles vont conduire chacune leur tour, effectivement, ouais. Elles vont conduire chacune leur tour, chacune la moitié d'une période. Donc, quand vous avez le trait, c'est dire que D1 conduit. À la limite, je vais pouvoir le marquer quand même. Ou, hop, D2 conduit. Ou alors c'est D1 qui conduit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, si si Ulode, ça a l'air d'être marron, oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ulode, sur ces intervalles-là, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à U1, U2A de T. C'est Ulode, pendant que D1 conduit. Donc on considère qu'ici c'est un fil. On considère que cette partie-là n'existe pas, si vous voulez, pendant la première alternance. Ça veut dire que pendant ce temps-là, U load est égal à U2. Excusez-moi, je vais couper le micro. Pendant la première alternance, donc D1 conduit, et puis après, à ce moment-là, c'est D2 qui se met à conduire, et donc si c'est D2 qui se met à conduire, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus que ça. D'accord? Et Uload, si on regarde bien, donc la référence de Uload, c'est la masse, d'accord? C'est la même référence que U2B. Donc ça veut dire que, à ce moment-là, mon Uload, c'est égal à U2B. Et puis ici, c'est U1 qui se remet à conduire, D1 qui se remet à conduire. Donc c'est U2A qui apparaît aux bandes de Uload. Et puis ici, c'est D2 qui se remet à conduire. Donc c'est U2B qui apparaît aux bandes de Uload. D'accord? Donc, bah voilà, ça c'est bien. On peut faire la même chose avec le courant. Le courant, hop, et ben, je sais plus combien vaut la résistance. La résistance c'est 1 kΩ, d'accord? Donc c'est 1000. Donc si ici j'ai 50 volts, c'est-à-dire que j'aurai 50 milliampères au niveau de la charge. Donc 50 milliampères, ça va jusque là.
Donc encore une fois, c'est fait graphiquement, hein, mais vous avez l'idée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il va nous manquer les courants. Les courants I de A et I de B. Si on prend la courbe en bleu, là. La courbe en bleu, on va essayer de trouver le courant qui circule donc sur le secondaire. Le courant qui circule sur le secondaire, c'est quoi? Et bien, quand déjà D2 conduit, donc D1 ne conduit pas, d'accord? Si D1 ne conduit pas, c'est-à-dire que le courant est nul. D'accord? Donc c'est-à-dire que pendant cette période-là, mon courant est nul. D'accord? Et pendant cette période-là aussi. Et le reste du temps, mon courant qui circule, enfin qui est fourni par le secondaire A, donc par I de A, et bien ce courant-là, il circule dans la charge. Donc en fait, c'est le courant de charge. Donc c'est-à-dire que mon courant I de A, il vaut ça. Ici, il est nul parce que la diode D1 ne conduit pas. Puis après, il reprend, comme ça. Et du coup, logiquement, bah, ça va être la même histoire, mais pour l'autre courant. D'accord? Quand D2 ne conduit pas, donc quand c'est D1 qui conduit, mon courant va être nul. Par contre, quand c'est D2 qui conduit, le courant qui circule dans D2, c'est celui qui circule dans la charge. D'accord? Ça fait juste une petite boucle comme ça. Donc ça veut dire que ici, mon courant, il vaut ça. Voilà. Donc là, on est pas mal. On a les courants I de A et I de B. Et il nous reste à voir le courant qui circule dans le primaire. Donc le courant qui circule dans le primaire, ça va être quoi? Alors là, c'est un poil plus subtil. Alors, il faudrait qu'on prenne ça comme si c'était deux transformateurs, d'accord? Un premier transformateur ici avec 2 spires à droite et 4 spires à gauche. Puis un autre transformateur avec 2 spires à droite et 4 spires à gauche, par exemple. Alors, comment ça marche? Pour rappel, si I2, on a la formule ici, voilà. Donc, mon rapport de transformation, il vaut 1,5, d'accord? Parce que j'ai 2 fois moins de spires à droite que à gauche. Donc, c'est-à-dire que logiquement, mon courant, I1, ça va être M fois I2, donc 1,5 de I2. Donc, ça veut dire que si je m'en mets ici, sur cette alternance-là, il est en orange aussi, sur cette alternance-là, mon courant ce sera le même que I de A, mais I de A divisé par 2. D'accord? Sachant que l'amplitude max c'est 50 mA. C'est-à-dire qu'ici mon amplitude max sur mon courant, ce sera 25 mA. Sur cette, sur cette alternance-là. Je monte un peu haut, voilà. Hop. Et puis, ici pareil. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai I de A. Par contre, sur les alternances où j'ai I de B, eh ben, il ne faut pas oublier que j'ai mon rapport de transformation, mais j'ai un signe moins aussi. Parce que mon courant ici, au lieu de circuler vers le haut, il circule vers le bas. D'accord? Donc comme j'ai un signe moins, mon courant ici, il va bien être négatif. Voilà. Et là, on a toutes les courbes du redresseur à double alternance. Alors sur le concept, c'est pas beaucoup plus compliqué que le précédent. Ça vous va? C'était mal dit, c'est une question que je posais. Ça vous va? Ok. Alors l'avantage avec ça, c'est que vous voyez, on a 2 fois plus d'alternance qu'avant. C'est-à-dire que si on a un condensateur, notre condensateur, quand il se déchargera, il se déchargera beaucoup moins qu'avant. D'accord? Parce que la deuxième alternance, enfin l'alternance suivante, arrive 2 fois plus vite que dans le cas avec une seule diode.
Donc ça nous permet de relâcher un petit peu les contraintes sur, voilà, sur le condensateur. Donc ça, c'est carrément mieux, et ça nous coûte seulement une diode de plus. Donc c'est pas trop cher. Alors, je dis que ça coûte qu'une diode de plus, à partir du moment où il y a un transformateur avant ici. Voilà. Très souvent, il y a un transformateur. Très souvent, dans la très grande majorité des appareils, il y a toujours un transformateur, ne serait-ce que pour l'isolation électrique, l'isolation galvanique. Donc comme il y a toujours un transformateur, voilà. Ici, on va perdre, enfin avec ce schéma-là, pardon, on va perdre beaucoup moins en termes d'ondulation de la tension continue, et ça nous coûte seulement une diode de plus. Peut-être un peu de fil de plus. Voilà. Donc vraiment pas grand-chose. Hop, toutes les courbes elles sont ici, donc voilà, elles sont propres. Je vous laisserai les voir plus tard. Alors, ça c'est bien, mais si on remarque un truc, c'est quand on prend un transformateur, alors qu'on prend un transformateur, on va dire d'isolement, donc juste le même nombre de spires à gauche et à droite, ma tension de sortie, elle va être divisée par 2. Si vous regardez ici, mon max c'est 50 volts en sinus, alors que ma tension d'entrée est variée entre plus 100 volts et moins 200 et moins 100 volts. D'accord? Donc on a une petite perte d'amplitude là. Enfin, on a une perte. On a, ce circuit implique d'avoir une tension 2 fois moins élevée, alors, pour un transformateur donné. Alors pour ça, il y a vraiment le transformateur, enfin le redresseur ultime, qu'on appelle le redresseur à pont de Gretz. Donc ça c'est 4 diodes. Donc 4 diodes, ça limite, ben voilà, je vais arrêter mon cours ici, c'est-à-dire que je vais vous passer ça, ce fichier-là, et puis vous ferez l'exercice pour lundi. Mais je vous fais quand même le petit topo là-dessus. Ça, donc le pont de Gretz, c'est juste 4 diodes. Donc en fait ça marche comme si vous aviez... Ici, le redresseur double alternance, c'est comme si vous aviez 2 redresseurs simple alternance. Ok? Et ben le pont de Gretz, c'est comme si vous aviez 2 redresseurs double alternance. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous laisserai le faire, ok, je vous laisserai tracer les courbes. Les courbes, bah, je vous donnerai les fichiers, tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais juste vous dire que ça, c'est ce qui est le plus répandu. Alors pourquoi c'est ce qui est le plus répandu? Je vais passer en full webcam, voilà, super. Ici, vous voyez, ça c'est, je sais plus où est-ce que j'ai récupéré ça, je sais plus. Mais ce composant-là que vous avez ici, vous avez 4 broches. Les deux du milieu, c'est pour être branché sur un transformateur. Donc comme ce qu'on voit, hop, ici sur le schéma, les deux du milieu, c'est pour le transformateur. Et puis vous avez deux autres broches, les deux les plus externes, ça c'est pour le DC. Donc c'est-à-dire, c'est pour cette broche-là et cette broche-là. Donc ça, c'est des composants qui existent tout fait, et c'est extrêmement répandu. Et puis si vous avez l'œil affûté, vous voyez que ce composant-là, il est mis sur un dissipateur, un gros radiateur, pour refroidir, parce qu'effectivement, ça a beaucoup chauffé. Donc voilà, c'est des composants tout faits, et donc ça veut dire qu'il ne faut pas que vous preniez littéralement 4 diodes, même si vous prenez littéralement 4 diodes, ça marche. Mais toutes les 4 diodes, voilà, elles sont toutes mises là-dedans, et ça marche comme ça tout seul. L'avantage en plus, c'est que c'est pas passif. C'est que c'est passif, pardon, donc il n'y a pas de commande à faire. Donc voilà. Je vous passe le fichier sur Facebook, sur Discord et sur Moodle. Donc le fichier corrigé du cours. Donc ce que je viens de vous faire, je vous donne ça avec les courbes propres. Sauf la courbe du pont de Gretz que je laissais blanche, puisque comme ça vous permettra de le compléter. Et puis on verra ça ensemble lundi. Ok? Des questions sur le cours? Non, du tout? Donc petite remarque avant que je vous abandonne. Mettez tous vos noms, s'il vous plaît. Enfin, ou présent, ou coucou, tout ça. Et puis, donc ceux qui m'ont contacté pour que je refournisse des fichiers par rapport au projet, refaites-le tout de suite, mais il me faut le dernier fichier à jour, d'accord? Si j'ai pas le fichier Proteus, je peux rien faire pour vous. Je n'ai pas accès au lycée. Voilà, merci pour vos noms. Et puis bah écoutez, je vous retiens pas plus longtemps. Si vous voulez y aller, je vous laisse y aller. Et puis si vous avez des questions,
je suis encore disponible. Et encore une fois, je suis tout cet après-midi sur Discord. Donc voilà, posez-moi des questions, même enfin surtout sur le projet, je pense. Si vous en avez, voilà, je suis sur Discord. Sur ce, bonne journée. Excusez-moi, je pensais avoir coupé le micro.